Salut Aurélie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Adoption Graines d'amour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, ouais. Déjà, mon prénom m'appelle Aurel Ah et pardon, pas excuse-moi. Aurélie parce que justement c'est en rapport avec mon histoire de naissance. Il y a pas de souci, hein, si tu sais pas, il y a aucun problème. J'écoute, je vis en France, en Bretagne. J'ai 37 ans. Je suis une personne qui est née en France, qui a été adoptée fin des années 80 en France, à Paris. C'est une adoption née sous X. Actuellement, là où je vis en Bretagne, tu vois, j'élève mon fils de 10 ans. Donc ça, c'est une énorme part de ma vie et de tout ce que ça comporte autour. Je suis entre autres, j'ai plusieurs compétences, mais des choses que je fais surtout en ce moment, c'est pas mal de massages, peut-être des choses que je peux pas dire comme ça en C'est toi qui vois, enregistrement. tu partages ce que tu as envie de partager. OK. Je fais pas mal de soins, de care, de massage. On a une certaine manière de vivre parce qu'on vit dans un petit endroit. Il y a pas mal de choses, qui se passent et qu'on fait aussi au vu de l'état politique aussi de l'endroit où on vit. Je sais pas trop quoi te dire, sans être, je peux pas te dire un truc conventionnel. Je fais ci, je Il fais n'y a ça, pas de point. Voilà. C'est pas Donc tu as été adoptée, tu es née sous X. mmh. Tu avais quel âge quand tu es arrivée donc dans ta famille? Ils m'ont adoptée, j'avais 8 mois. Est-ce Ouais. que tu sais ce qui s'est passé pendant les 8 mois où tu étais? Je suis née à Paris, à Gare du Nord, à Lariboisière, le 23 avril, 87. Et ensuite, au bout de, je sais plus, peut-être 2 jours, 3 max, tu vois, j'ai été ensuite dans le 14e à Saint-Vincent-de-Paul, du coup à la pouponnière, qui est voilà l'orphelinat pour, les bébés. Et du coup, j'ai été pupille de l'État et du coup, j'ai passé mes 8 mois à Saint-Vincent-de-Paul, qui était une chapelle à l'époque. D'accord. Et est-ce que tu as des renseignements sur ton abandon justement ou pas du tout? Non, j'ai aucun renseignement, je suis une personne qui n'est absolument pas axée à ses origines, du tout. Qui est déjà très tôt voulu faire des recherches, qui ait pu en faire que à partir de 18 ans avec le CNAOP, qu'aujourd'hui c'est une machine que je dois où ça n'a absolument rien donné. Il y a eu un dossier, mais c'est le dossier un dossier bien flou comme on sait que ça peut exister, avec des renseignements, qui ne sont pas des renseignements finalement parce que c'est que des contradictions. Une histoire qui est pas la vraie histoire du tout et je pense qu'il y a quelque ch 2-3 choses qui sont vraies dans ce dossier. C'est plus les écrits, tu vois, des auxiliaires de puère, des trucs comme ça sur, mon temps à la pouponnière, mes journées, tu vois, des comportements. Elle a bien mangé, elle a fait ci, elle a fait ça, des choses sur mon caractère. Voilà, ça c'est les seules traces qui ont l'air d'être vraiment, réelles. Sinon, j'ai pas accès à tout ça. Quand tu dis: «Il y a peut-être une partie qui est fausse», comment tu peux savoir de ce fait-là? Comment tu as su, qu'il y avait une partie qui était fausse? Bah, déjà à cause de toutes les contradictions qu'il y a dans le dossier. Quand tu te poses et que tu le lis page après page, faut vraiment le bouquiner, le regarder et être face à lui pour faire: «Ah oui d'accord, il y a des trucs qui vont pas du tout» et ensuite, Et tu as un petit exemple pour, qu'on comprenne ou un partager, sur toutes les contradictions qu'il y a, si tu en avais une à partager? non, parce qu'il faudrait que je te balance un énorme pan, en fait, de cette fausse histoire, que je suis pas sûre d'avoir envie d'entrer là tout de Ça suite. marche. Il y a pas de souci. Peut-être pourquoi pas, plus tard ou à un autre moment ou d'une autre manière. En Ça marche. fait, le seul truc que je peux te dire, c'est qu'à un peu plus de la vingtaine, j'ai eu un concours de circonstances de rencontre de personnes qui m'ont proposé en fait de leur filer mon dossier, qu'ils avaient des postes, de boulot qui faisaient qu'ils pouvaient peut-être potentiellement avoir accès à des renseignements, à des choses et qu'au bout d'un moment, j'ai eu un peu des renseignements sur mon dossier parce que, bah, voilà, j'ai quand même un état civil et qu'à un moment tout est écrit quelque part aussi, hein, c'est pas un mystère, hein. Il faut arrêter avec ça. Surtout en France, par exemple et que du coup, moi je l'ai pas eu directement au téléphone, c'est une personne intermédiaire, interposée en tout cas qui l'a eu au téléphone, qui lui a posé les questions dont j'avais besoin de poser à peu près. Et les choses en fait qui ont été dites par rapport aux renseignements qu'il a eu sont effectivement, c'est pas que c'est complètement contradictoire, mais avec l'histoire qu'il y a dans le dossier, mais l'histoire qui est dans le dossier, c'est une belle, enfin, c'est une jolie histoire, tu vois. C'est une histoire propre, voilà, Qu'on embellie, aurait brodé en tout cas. qu'on aurait brodée et qui est pas du tout l'histoire, je peux pas dire vraie, mais qui est pas la juste, en tout cas, qui est pas Voilà. l'exacte. Mais on pourra y revenir peut-être plus tard. Qui a en tout cas qui a été modifiée pour la rendre peut-être plus jolie par rapport à la réalité vraiment de ce qui s'est passé. Puis je pense par l'administration, encore une fois, institutionnelle en fait, de l'ASE quoi, le grand classique, hein. C'est pas exceptionnel, hein. Il y a rien Oui, d'exceptionnel dans mon truc, hein, c'est du tout. ça.
Je pense que tu as raison, il y en a quand même beaucoup qui, quand ils cherchent en tout cas leurs origines à un moment donné, se rendent compte qu'il y a des contradictions. Surtout Mmh. comme tu dis dans les années 80-90 où c'était beaucoup plus flou tout ça. Ça allait un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, c'était quand même très flou encore. Quelle est ta relation personnelle avec l'adoption, toi? Je dirais qu'aujourd'hui, là, à 37 ans, je suis, l'équipe du futur. Ça a été quelque chose qui a été difficile à plein de moments, dans des relations, dans ceci, dans cela et tout ça. Et puis ça a été un truc aussi un peu de la société, tu sais, qui te rappelle tout le temps que où, si tu n'as pas accès à tes origines, tu ne sauras jamais où tu ne peux pas savoir où tu vas. Tout ce truc, tu vois, de construction hyper flinguant pour la santé mentale et aussi, bon, toute la relation aussi avec, les parents adoptifs qui est pas simple. Mais maintenant, là, comme je te dis, ça fait, aussi 10 ans que je suis maman, que je suis référente d'un enfant aussi. Du coup, ça fait aussi bouger énormément de choses. Je crois qu'aujourd'hui, je dis que je suis l'équipe, je fais partie de l'équipe du futur parce que je remarque beaucoup autour de moi le fait de retourner à son histoire personnelle, qu'il y ait adoption ou pas, tu vois? Par exemple, des personnes qui habitent dans des grandes villes et qui retournent, je sais pas, sur leur terre de leurs grands-parents à, tu vois, ces âges-là. Plein, plein, plein de choses. Aussi dans les milieux politiques de gauche, il y a beaucoup de enfin, où il y a des personnes racisées qui aussi, reconnectent avec leur histoire, leur transmission, leur communauté. Tu vois, quand tu viens en France, on sait aussi comment cette société et ce pays aussi, tu vois, te coupe, essaye de te couper d'énormément de choses, adoptées ou pas, avec toute son histoire de colonisation, en fait, qui est encore actuelle. Je pense que maintenant, il y a cette espèce de truc où moi je suis, même si j'ai une très forte transgénérationnelle qui me fait toc toc, c'est quelque part devenu OK de pas savoir et en fait, d'être finalement, moi, la première, tu vois? D'une histoire, en fait et d'une nouvelle histoire, en fait, tout simplement. Bon, c'est pas arrivé tout simplement là, d'ailleurs, mais ça veut pas du tout dire que je suis en contre savoir ou pas savoir. C'est pas dans cet endroit-là. C'est plus de comment moi je me positionne face à ça et ce que je crée et ce que j'en fais, en fait. Toute ma vie, tu vois, il y a la question fatale qu'on m'a toujours posée, de manière problématique ou pas problématique ou mais d'où tu viens, en fait? C'est quoi tes origines? Tu vois? Toujours avec cette petite intrigue et tout ça et on m'a toujours assigné à, beaucoup d'endroits, beaucoup d'origines. Encore une fois, de manière problématique ou pas problématique. On t'a affilié à quoi, par exemple? Bon alors je vais utiliser les mots des années 90, déjà pour commencer. Déjà, maghrébine, voilà, déjà ça c'est le premier tu vois, truc. Marocaine, algérienne, tunisienne. Les dernières qu'on a pu me dire, c'était israélienne, il y a eu érythréenne, il y a eu soudanaise, brésilienne, métisse sénégalaise. À La Réunion, tu vois, ça va être, je vais ressembler aux personnes de La Réunion, comme on dit. Littéralement, c'est on emploie ces mots-là, hein. C'est pas mes mots à moi, hein, juste, je tiens à le dire, c'est important. Pareil, pour l'Amérique du Sud, tu vois, sur certains endroits aussi, pareil. Des métissages, Érythrée, je sais pas si je l'ai dit, heu, grec, à des endroits siciliennes. Enfin, en fait, c'est assez C'est fou, voilà, en fait, le c'est nombre assez de fou. Ouais, d'origines, ouais, qu'on a pensé pour toi. ouais, turc, toute une partie des pays du Moyen-Orient aussi. Voilà, ça vient de personnes concernées, comme ça vient de personnes non concernées. Ça vient de manière problématique, comme ça vient de manière non problématique et mais c'est toujours quelque chose qui a fait qui a j'ai vu qui travaille dans la tête des personnes en face de moi. Et toi, comment Voilà. tu vis ça, justement? Bah, aujourd'hui, c'est pas que c'est pas c avant, je peut-être plus jeune, je le vivais pas très bien, tu vois? Mais aujourd'hui, je le vis, bah, ça m'a fait émerger un projet dans ma tête, quoi. Tu dis, ça t'a fait émerger un projet, est-ce que tu veux bien le partager ou pas du tout? Non, pas encore, pas du tout. Ça marche, Enfin, je peux pas encore, ouais. OK. Tu dis: «Je le vivais pas forcément très bien à l'époque». Est-ce que tu as le souvenir de comment tu le vivais quand tu étais enfant, justement? Bah, oui, ado, il y a ce truc d'identification, tu vois? Où en plus, moi, j'ai des parents adoptifs, j'ai une mère qui est à moitié allemande, plutôt blanche. J'ai un père qui est, pied noir, né en Algérie. Du coup, il y a un truc, tu vois, on peut s'identifier un peu l'un à l'autre physiquement, mais il y a ce truc où, tu vois, là où j'ai grandi, dans un quartier et tout ça, c'était assez compliqué, ouais, ce truc d'identification. On est dans les années 90, donc on est dans du black blanc beurre aussi, tu vois? À fond
Du coup, il y a cette assignation qu'on essaye de me coller, sauf qu'en même temps, j'ai pas les codes, j'ai pas le prénom qui correspond, j'ai pas les langues, la langue qu'on m'attend de moi, la religion, la classe sociale, vu que personne adopté en France, bah, tu vois, classe sociale plus quasiment quoi. Père médecin, généraliste, mère assistante sociale, fonctionnaire, à la DAS en plus, à la l'ASE, très drôle. Ouais, non, il y a un truc qui est compliqué. Je comprends que ce que je vis chez moi et avec qui je vis, c'est pas censé être ma vie, en fait. Et du coup, je vais beaucoup rechercher ça ailleurs que chez moi, en fait. Avec des personnes D'accord, que moi-même que j'identifie avec les identités qu'on m'a données qui me ressemblent, en fait. Et que moi, je sens une ressemblance dans plein de choses, en fait, qui est du transgénérationnel, mais que je ne retrouve pas chez moi. Et je suis enfant, et à ce moment-là, je suis enfant unique aussi. d'accord. Tu dis à ce moment-là: «Je suis enfant unique» parce que finalement tu n'es plus enfant unique ou comment? Tu as des frères et Non, sœurs? parce que ouais, j'ai une petite sœur du coup, du côté de mon père, donc une petite sœur biologique, avec qui j'ai 12 ans d'écart, avec qui je m'entends super bien mais avec qui je n'ai pas grandi, finalement. Est-ce que tu te souviens toi, de comment tu as annoncé ton adoption ou pas? Alors non, parce qu'on me l'a toujours dit. Du coup, j'ai aucun moment où je l'ai appris. J'ai littéralement grandi avec de la même manière que j'ai grandi avec mon prénom. Tu vois? Il y a D'accord, pas de voilà, il y a pas un avant, un après, il y a eu un truc qui a toujours été là. et ton prénom, c'était le prénom que tu avais à la naissance ou ça a été changé? Ça a été un tout petit peu modifié. Il est pas modifié officiellement encore. Tu sais, bah, quand tu nais sous tu pour l'histoire quoi, quand tu nais sous X, on t'attribue soit ta mère biologique t'attribue, un prénom, soit on t'attribue, si tu n'en as pas, les prénoms des personnes qu'il y a dans la pièce au moment de ta naissance. Du coup, donc déjà j'avais un matricule, un numéro à ma naissance et ensuite, on m'a appelée, Aurélie, premier prénom, deuxième prénom Laure et nom de famille Marion Nom de et famille, du d'accord. ouais, tu vois? Voilà, qui était en fait un prénom d'une des personnes qui était, apparemment dans la pièce, comme on dit et après ça, à l'âge de 8 mois, mes parents ont gardé Aurélie en se disant: «OK, il y a beaucoup de chamboulements, elle se reconnaît. On va essayer de garder un truc», tu vois? Mon père voulait m'appeler Sarah, finalement il a appelé ma petite sœur Sarah. Bon, ça va, ça se passe bien et au final, ils ont mon deuxième prénom Flora, 3e prénom, un prénom allemand, une gardent et ensuite le nom de famille de mon père, voilà et ensuite Et à 16 ans, je me rappellerai toujours, je rentrais dans un nouveau, lycée. C'était le premier jour et du coup, j'avais checké déjà les gens qui étaient dans ma classe, tu vois? Et on était à la récré du matin et j'entends quelqu'un enfin et j'entends une voix qui fait: «Hé, Aurel!» et il y a tout mon corps qui fait tu sais, qui se raidit comme ça, mais pas dans le mauvais sens, qui se rassemble, en fait et je me retourne et c'était moi, en fait. Enfin, je savais que c'était moi et je me retourne et c'était moi et depuis, c'est comme ça qu'on m'appelle, Aurel. d'accord, et donc tu Voilà. dis c'est pas encore modifié parce que tu comptes faire la modification de ton prénom? Ouais, j'aimerais bien, ouais, virer le i et le e. Ouais, D'ac donc carrément. là, tu es dans les démarches de changer ou parce que maintenant c'est très facile en Alors, plus maintenant de changer. Enfin, c'est c'est très beaucoup plus facile facile. qu'avant, Voilà, mais voilà, sauf quand tu as une mère problématique et que tu vis dans une petite ville et que tu sais à qui tu as affaire. Du coup, on va attendre que ça passe. Parce que j'ai pas du tout envie de me confronter à l'institution qui me dit quoi que ce soit par rapport à ça, parce qu'en plus, c'est plus facile, tu vois? Du coup, alors je me je pense que méfie. j'ai juste pas compris le lien donc entre à la fois la maman et l'institution. Ben, chez nous, en fait, enfin, ici, là où je vis, pour faire ton changement de prénom, je m'étais renseignée à la mairie. C'est littéralement une demande où tu racontes ton histoire à la mère, en fait. Ouais. Et nous, en fait, on Ah est dans la une mère petite MAIRE! la mairesse, pardon, Ah excuse-moi, mais je la comprenais, mairesse. Oui, je comprenais ta maman excuse-moi, en à fait, la c'est pour mère. ça que Non, je non. captais pas en fait. Non, excuse-moi, c'est moi qui ai fait une faute de langage. À la mairesse, en fait. Si, je vais Non, le non mais dire, c'est quelqu'un de la voilà, de l'institution qui est pas du bon côté et pas parce qu'elle est que de l'institution, hein, mais du coup, j'ai pas envie de dealer avec cette personne sur cette question-là. Du coup, on va attendre que ça passe. Si elle d'accord, passe, on et verra c'est ce qu'il y pas a possible après. de le faire d'une autre manière que par la le maire du village? Bah, là, maintenant, apparemment, c'est clairement les
quand je me suis renseignée en tout cas. Je sais qu'avant ça se passait autrement. Mais là, en plus, c'est vraiment présenté comme quelque chose de très simple, hein. Tu as une espèce de papier recto verso presque, où tu écris blablabli, blablabla. Je suis même pas sûre que ce soit elle qui le lise, hein. Mais vas-y, on est dans une situation politique particulière, avec une mère particulière. Je Tu veux On pas le verra tenter. après. Je veux pas le tenter. Je sais que je vais pas aimer me être confrontée à un refus de cette personne face enfin, tu vois? J'ai pas envie d'être là. Du coup, on va attendre. Et par rapport à ton adoption, quels ont été tes premiers défis ou tes premiers obstacles dont tu te souviens vis-à-vis de ton adoption? Être en collectivité, c'était l'enfer. C'est genre mes premiers souvenirs de petite. Je sais que mes parents me disent qu'ils ont pas réussi à me mettre à la crèche. Enfin, ils ont essayé, mais ça a été un espèce de scandale international. Je me suis juste jamais arrêtée. Du coup, les gens, ils m'ont fait, ça va pas marcher. Ils ont dit, bon, d'accord, ok. Du coup, vu qu'ils avaient des thunes, tu vois, ils m'ont pris, genre des personnes pour me garder. Je dis pas ce que j'en pense, hein, encore. Et ensuite, je suis rentrée en maternelle, pas la première année, mais la deuxième. C'est ça, c'est que je suis rentrée en deuxième année de maternelle, il me semble, en moyenne année, en moyenne section, pardon. Je me rappelle du jour de la rentrée. Je me rappelle du trajet, je me rappelle des chaussures que j'avais, je me rappelle que j'ai marché dans de la merde de chien. Je me rappelle exactement où c'était, à côté du feu donc de ma rue. Je me rappelle que j'ai regardé mon nombril, j'ai l'impression pendant toute la journée. Littéralement, j'ai fouillé dans mon nombril, physiquement, tu vois? Je me rappelle de ça et et ça a été le défi, pendant longtemps de rester dans la collectivité et de faire avec. J'avais pas du tout envie, je voulais rester chez moi. Quand tu dis ça a duré longtemps, tu sais dire à peu près, les combien de temps tu penses que ça a duré? Je pense que j'ai transpiré à l'école, vraiment en termes d'angoisse de être face aux autres, jusque mon CM2. D'accord. Ouais Comme si et finalement après après la sixième ça s'est passé? Ça a bas il y a eu un basculement? ah bah, j'ai choisi. Ah j'ai voyé des personnes dans la cour qui avaient l'air à l'aise, machin, nin 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 et j'ai vraiment fait: «Putain, mais moi je vais être comme ça en fait. OK, vas-y, c'est parti en fait» et j'ai basculé et ma vie a un peu changé sur ça littéralement, ouais, bien sûr. Comment elle a changé justement ta vie quand toi tu as décidé que tu voulais être cette personne? Bah, tu as plus peur des autres quoi. Enfin, du moins ça se voit plus de cette manière-là et du coup tu rentres en bah, ça te permet des contacts, des relations avec des gens, tu vois, qui sont toujours là dans ma vie au bout de, Plus de 20 je sais ans. pas, 25 ans, ouais, plus de 20 ans, enfin, tu vois? Ce truc-là, c'est vraiment ce truc de ouais, je peux pas te dire exactement quoi, mais du coup, ça a été aussi, du coup, face aux adultes, ça a été face à plein de tu vois? Autant les personnes, enfin, ça a modifié plein d'endroits, quoi. Ça a rayonné dans plein d'endroits, ça a eu des conséquences, du coup, aussi, mais en tout cas, ça a été beaucoup plus confortable, vraiment. Et qu'est-ce qui fait que tu relis justement cette difficulté à être, en groupe à l'adoption? Ouais, c'est plein de trucs psychologiques, hein, mais alors c'est très marrant ce que je vais te dire, mais en fait, c'est comme des questions qui sont loin maintenant pour moi. C'est comme si j'y avais plus trop accès, tu vois? Ouais, je Comme si quand tu comprends. sais, quand tu as avancé, tu vois? Et que c'est des trucs que je savais très bien répondre il y a quelques années et aujourd'hui, je suis là, faut que j'aille fouiller dans le grenier des archives de trucs qui sont passés et dépassés, tu vois? Alors du coup, j'ai buggé, je suis désolée. Non, mais il y a pas de souci, Je sais il y pas a si pas de tu souci. vois ce Mais truc-là? je comprends complètement. Tu vois, c'est pas assez actuel pour moi, c'est trop vieux. C'est pas que c'est enterré à déterrer, hein, c'est ah oui mince, il faut retourner là. Alors attends, heu, fichier, fichier. Bah, fichier, hein, voilà. Ah ça y est, c'est bon, je l'ai, merci. Désolé pour l'attente. Bah, le lien d'attachement, hein, 1er truc, hein. Voilà, on va déjà commencer avec, cet endroit, de neurosciences, clairement. Ouais, du coup, le premier truc, le lien d'attachement, la peur des autres, encore une histoire, bah, je pense de trauma aussi d'être dans la collectivité, donc je peut-être, tu vois, forcément la peur encore de l'abandon, de ce genre de choses et alors un truc, ça c'est un truc plus personnel aussi, je me trouvais rien à voir avec ces personnes autour de moi. Tu vois, je sentais ce truc de on était très différents
Mais parce on n'avait pas cette histoire commune, en fait, Tu as un souvenir en tout cas bien précis de ça, de ce sentiment-là? de cette sensation, ouais, Mmh. physique, ouais. Et justement dans tout ton parcours, de personne adoptée, est-ce que Mmh. tu as rencontré des personnes ou des situations qui l'ont rendu encore plus difficile? Qui ont rendu quoi plus difficile? Ton parcours dans l'adoption? Ça peut être soit une situation que tu as rencontrée, ça peut être soit des personnes qui t'ont pas aidé ou qui ont eu des mots complexes vis-à-vis de toi et qui t'ont fait souffrir. Ouais, c'est des trucs, mais tu sais, c'est des trucs qui vont avec, le système dans lequel on vit aussi, tu vois? Je sais pas, je te donne un exemple comme ça qui me vient en tête. Quand j'étais plus jeune, je faisais plus âgé, tu vois? Physiquement, des choses comme ça et tu vois, mon père adoptif, du coup, on se ressemble et il a beaucoup vécu ce truc, et lui, il fait beaucoup plus jeune, il fait 10 ans de moins que son réel âge. C'est pas juste d'ailleurs, si j'avais ses gènes. On peut en parler, on peut en parler et en fait, on me prenait pour, sa meuf, D'accord. tu vois? On me prenait, alors qu'on a un super écart d'âge, tu vois? Moi, j'ai 37 ans, il a 74 ans, mais il fait 64 ans. Moi, plus jeune, enfin, on tu vois, ce truc vraiment du vieux mec, du coup, assigné un peu, bah, pied noir, donc mais à l'époque, tu vois, peut-être un peu assigné, black blamber, genre rebeu, avec sa meuf rebeu super jeune. Enfin, tu vois, ce truc-là et celui-là, on l'a vécu quand j'étais hyper jeune, donc quand tu vois, quand j'étais encore ado, même, tu vois, peut-être mes 18 ans, des trucs comme ça et je me rappelle que quand j'étais enceinte jusqu'aux yeux, donc il y a 10 ans, j'étais avec lui, on était au marché et pareil, les gens aussi, ils croyaient que c'était mon espèce de mec, quoi. Tu vois, Oui, ce donc genre ça de devait être truc, quoi. particulier, ça devait être vachement C'est particulier pour toi à vivre ça? C'était hyper particulier et pour nous 2. Mais c'était hyper particulier et en même temps, je pense que c'est aussi ça fait partie des grandes choses, tu vois, qui m'ont appris, le racisme aussi très vite. Parce que ça vient de là aussi, clairement. C'est-à-dire? Quand tu dis: «Ça m'a appris». Ben, c'est toutes c'est tu vois, c'est des choses qui, en fait, c'est très bizarre, mais c'est des choses qui étaient hyper particulières, qui pouvaient mettre mal à l'aise, mais que je captais exactement ce que c'était, ce qui se passait, quels étaient les enjeux, d'où venait ce genre de construction, tu vois? Et ce genre du coup, et cette représentation que les personnes avec nous, c'était pas n'importe quelle personne qui nous sortait ça. C'était quel type de personne, tu arrives à te souvenir? Bah, des personnes majoritairement blanches, hein, des hommes, Donc tu as vécu finalement de ton enfance, beh, pas mal de racisme, bah, toute la vie. D'une encore personne non maintenant? blanche en France. Ah bien sûr. Ah oui, bien sûr et encore plus depuis que je vis dans la campagne. Ah ça aide pas, vraiment, j'ai un respect profond, pour toutes les personnes, non blanches, tu vois, qui vivent dans la campagne française, mais waouh! Et à l'inverse, est-ce que au Mmh mh. dans tout ton parcours d'adoption, tu as eu des Mmh. alliés, tu as eu des personnes qui ont été de vrais soutiens dans les moments difficiles de ta vie? Ouais, de ouf, carrément, qui sont toujours là. Pas familialement. Familialement, c'est hyper récent, mais au niveau de alors familialement, je parle de la famille adoptive, hein, pas de l'autre famille qui est la famille de cœur qu'on a. Mais ouais, j'ai eu des alliés, ne serait-ce que très vite mes potes qui hallucinaient, le fait que dans la rue, on m'arrête pour me demander mes origines. Ça les fait briquer. Ils sont là, mais du coup, c'est eux qui se sont mis à faire: «Mais putain, mais c'est quoi le problème?» Tu vois? Et tout machin et ouais. Tu vois, c'est franchement pour moi, c'est le premier truc déjà. Ce qui a l'air d'être un petit endroit, mais qui est quand même pas rien, quoi. Toi, tu vis ça aussi? Ah beh, moi je le vis encore maintenant à 40 ans, hein. Qu'on te demande, on t'arrête pour te On demander, m'arrête d'où tu viens? Toi? on Ouais. m'arrête pour me demander C'est et une fou. fois je courais avec mon casque, tu sais? Vraiment, hein, avec Ouais, mon casque et je vois il y a un mec qui veut me parler, tu vois? Donc je me dis: «Bah, c'est tout, je vais m'arrêter. Ça doit être, ultra important pour qu'il m'arrête», tu vois? Qu'il je m'arrête vois très alors que je bien. fais mon jogging, ça doit être ultra important. Et bah non, c'était pour me demander ça. Non, mais je vois tellement ce truc-là, en fait. Je C'est que ça je comprends pas le sort du principe. contexte. Mais oui, Je c'est ça, comprends c'est pas que le c'est hors principe. sol et que moi, je m'arrête exactement pour les mêmes raisons que toi. C'est que personne, elle va aller en galère, obligée, elle va enfin, ou elle a besoin de quelque chose, tu vois? Elle va me demander. Du coup, je m'arrête, oui et Ah ouais, non, mais je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant et ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, ça fait 15 ans.
qui pète des plombs, qui comprend pas. Comment c'est Mmh. possible? Parce qu'on dit: «Mais enfin, nous, on n'arrêterait jamais personne dans la rue pour lui demander quelle origine elle est. Bien Sa sûr. vie, c'est sa vie, ça nous concerne pas et je vais jamais arrêter quelqu'un qui est en train de marcher ou faire quelque chose parce que moi, juste, j'ai envie de savoir». Ah non, mais c'est vrai que le cheminement, moi je le sens pas en moi, tu vois? Je Je comprends j'avais pas pas non plus, moi. compris encore. J'ai toujours bah, non, moi non plus, mais je crois qu'on comprendra pas. Jamais. Non. Il y a plein de manières aussi, tu vois? Donc il y a ces personnes-là qui le font comme ça. Mais moi, comme je dis, j'ai pas que des personnes, blanches, en fait, qui me le font. Ça vient vraiment titiller, je sais pas, ça fait des miroirs. Je sais pas si toi, on te dit, souvent: «Oh, tu ressembles tellement à telle personne». Moi, ça m'arrive tellement, ce truc-là aussi. Je parle pas de personnes connues, avec l'exotisme encore plus, C'est ça, tout à fait, tout à fait, c'est ça. asio-descendant, bonjour. Ouais. Moi, ça va on va me sortir des personnes connues et alors c'est hyper drôle d'ailleurs, des personnes connues comme ça. Genre, Enfin, franchement, non mais j'ai honte un peu. J'ai honte et j'ai pas honte, mais on me sort tout le temps Amy Winehouse, par exemple. Pour les cheveux, pour je sais pas quoi, la forme de ma tête, pour des fois comment je me coiffe. Alors c'est pas du tout que je me coiffe en années 60, hein, c'est pas ça. J'ai beaucoup bossé dans des bars rock et tout machin. Du coup, tu vois, ça voilà, ma forme de mon visage, j'ose imaginer, hein, c'est des suppositions. ouais, c'est ça, tu as jamais demandé, en fait. Non, je vais pas demander, je m'en fous complet. Mais c'est je pense qu'on me l'a dit, plusieurs dizaines de fois, quand même. À d'autres personnes aussi, ça dépendait de mes âges, mais je pense que souvent les personnes je leur rappelle une personne qu'elles connaissent personnellement, qui elle-même où il y a une histoire et un lien dans leur propre histoire d'origine, tu vois? Et par rapport à justement à l'adoption, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es maman? Alors déjà, il y a la première claque que je me suis prise, c'est que je pensais avoir plutôt bien bossé le sujet et en fait, j'ai été face à ma réalité de: «OK, moi je suis née, tout de suite abandonnée, tout de suite, du coup pris en charge par, tout de suite les 8 mois, en pouponnière» et j'étais déjà allée voir cet endroit et en fait, tu te rends bien compte que ta survie en tant que bébé, c'est un enjeu, en fait, quand même. C'est-à-dire que, bah, il y a une personne, je sais pas, je vais grossir les traits, mais que je grossis pas tant que ça, finalement. Il y a une ou 2 personnes pour, je sais pas, 8 bébés. Tout Bon, 7 ou 8 la réalité en ce moment en c'est ça, France, hein, c'est 7 ou 8, c'est voilà ça. et du coup, voilà et tu as un berceau et puis tu as un tapis par terre et puis tu as un berceau et puis tu as un tapis par terre et du coup, on fait: «Bah, on sait qu'on peut pas te prendre dans les bras». Du coup, en gros, pour, essayer de faire plus clair, je me suis retrouvée face à mon fils et face à toutes les nanosecondes d'attention et de soins que ça me demandait et que moi je réalisais qu'en fait je n'avais pas reçu ça. Ça a été, et j'avais en plus du coup ce truc de avec face au bébé, face à mon fils, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas le laisser des heures, enfin ça enfin tu vois, c'est un bébé. Tu le prends, point et du coup je me suis retrouvée face à ce dont tout j'avais besoin ou un bébé a besoin et que je n'ai pas reçu et que du coup, OK, comment j'ai survécu? Ça a été la première énorme claque que je me suis prise, à la naissance de mon fils. Alors moi, j'ai malheureusement, vécu une parentalité, une maternité, hyper violente, hyper vénère. Ça a été des conditions, une situation, heu, assez triste parce que c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Bon, je pense qu'il y avait deux trois points que j'avais pas bien vu, j'avais pas préparé bien, tu vois? J'avais pas envisagé et du coup, je me suis retrouvée, voilà, donc dans cette situation, donc un couple hétéro, avec quelqu'un avec qui j'étais depuis très longtemps, mais ça a été une situation, violente. Du coup, je me suis retrouvée dans une précarité physique, mentale, financière, sociale aussi, très, très forte. C'était pas du tout mon plan et du coup, tout ça rajouté, donc tu vois, les trucs de la vie déjà, rajouté à cette histoire, d'origine et là de maman, ça a été super violent et il y a eu de la violence, vraiment, carrément. Ça a des conséquences, hein, clairement, entre moi et mon enfant et c'est quelque chose qui a été un moment, où j'ai fait: «Non mais attends, mais c'était pas du tout ça le plan, en fait et moi je veux être ça pour mon fils, notamment un phare dans le noir».
Et du coup, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à beaucoup avancer dans les thérapies cognitives, dans le MDR, en disant: «Moi, ça, je veux plus. Je veux plus avoir ça en moi. Je veux plus ressentir ça. Faut que ça fonctionne autrement». Voilà, ça a En été gros le gros en gros, truc, si je quoi. comprends bien, la naissance de ton fils a réveillé des choses qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es plus reconnue dans ta manière, d'entrer en lien et en relation avec ton fils et qui Dans t'a la fait changer. réaction. Dans la réaction, ouais. Il y avait vraiment ce truc de réaction. Alors, il y avait pas que ça, hein, je pense qu'il y avait aussi plein d'autres choses, tu vois, de la vulnérabilité, de devenir maman et tout ça, hein. Mais oui, il y avait complètement ces montées, en fait, un contrôlé émotionnel et tout ça. Et parce que aussi, quand tu es face à un enfant, l'enfant, ça apporte des modifs impressionnantes dans ta vie, quoi. Et le peu d'accès que j'avais du coup à ma vie, à ma liberté, tout ça, là, ça n'existait plus du tout. Donc voilà, il y avait un espèce de renvoi, pas évident et je pense qu'il y avait ce truc aussi, ouais, de un peu de: «Putain, mais toi, tu as tout ça, quoi et moi, j'ai pas eu ça et ça a quand même fonctionné». Tu vois? Il y a un peu un truc, d'épuisement, en fait, aussi, clairement. Enfin, après les trucs classiques de maman aussi, hein, tu vois? Tu as toutes les lasagnes, hein, qui viennent se mettre, hein. C'est ça. C'est pas, c'est pas exceptionnel, hein, encore une fois, hein. Et est-ce que justement tu dis, voilà, j'ai malgré tout inconsciemment, j'ai comparé ce que moi j'avais reçu ou pas reçu par rapport à ce que mon Mmh mh. fils a reçu. Tu as été adoptée donc à 8 mois. Est-ce qu'il y a eu Mmh. un basculement au 8 mois de ton fils ou ça n'a pas du tout eu d'impact finalement à ces 8 mois? Parce que des fois, il y a un impact au même âge de l'adoption. Mmh. J'ai beaucoup rep C'est marrant que tu poses cette question, enfin, c'est marrant, c'est cool que tu poses cette question parce que j'y ai beaucoup repensé. Je me la suis posée et j'arrive pas à voir, en fait, tu vois? J'arrive pas trop à me rappeler. Je vais me rappeler du moment où il a arrêté de dormir la nuit, ça je me rappelle très bien, tu vois? Vraiment et c'était pas à 8 mois, c'était avant. Non, pas spécialement. Je pense que j'ai refumé à ce moment-là un peu et du coup, il fallait, et que c'était ouais, c'était un truc de c'était mon truc de détente, tu vois? Sauf que j'étais trop épuisée par la vie. Du coup, c'est je sais pas, je pouvais tirer une latte. Tu vois, je fume plus de cigarettes. Je pouvais tirer une latte et après c'était bon, j'allais me coucher, c'était terminé quoi, il y a plus personne. Voilà. Et oui, je pense que c'était ce truc. Je pense qu'il y en a d'autres qui attrapent un petit verre de vin, hein, on va pas se mentir. On Voilà. trouve tous nos solutions quand on est dans un moment Mmh, de détresse émotionnelle, affective de toute manière. complètement, À complètement. savoir que le fait de devenir maman, déjà pour tout à chacun, c'est un bouleversement, mais c'est sûr Mmh, que ça peut avoir un écho complètement différent pour une personne mmh. adoptée. Dans ta maternité, dans ces moments-là, assez complexes qui ont réveillé plein de choses chez toi, est-ce que tu as eu des alliés, des personnes qui t'ont vraiment aidé et qui t'ont permis de sortir la tête de l'eau quand tu te sentais mal? En vrai, non. Mmh. Et tu aurais eu besoin de quoi justement? Je dis non, il y avait une personne, mais qui elle-même avait la tête sous l'eau. Mais qui est quand même la seule personne à qui, une manière bizarre de pouvoir dire qu'elle a été là parce que oui, elle a été là, mais parce que c'est une personne qui est là, de toute façon. Qu'est-ce que j'aurais eu besoin? Ben, j'aurais eu besoin que, mes parents, du coup adoptifs, mais ce sont mes parents, fassent une bonne thérapie pour avoir bien conscience de qu'est-ce qu'en fait c'est d'adopter une personne. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre quand elle-même, cette personne, va avoir un enfant? Non, je pense que ça aurait été cool qu'il y ait un système de collectivité mis en place et après le truc principal, c'était vraiment cette histoire avec, le père de mon fils, qui est d'ailleurs une personne que j'apprécie énormément, qui est hyper importante dans ma vie encore, hein. C'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi et pour le petit. Mais, en fait, en vrai, si eux, ils avaient été solides, jamais ça se serait passé aussi de cette manière aussi trash, en fait. J'aurais eu Ouais, cet espace, en fait, pour moi, de me prendre tout ça dans la gueule et de le traverser et de le process, en fait. C'est que là, enfin, tu vois, moi, au niveau de l'allaitement, en 1 mois, ça se passait très bien, mais j'ai été séchée. Mon corps, il a fait survie et je m'en rappelle très bien que le premier biberon que j'ai donné, j'étais au bout de ma vie. Ben, sauf que tu vois, à partir de ce moment-là, ça me permet de me faire des tranches de 2 heures et de pouvoir gérer tout le quotidien, en fait, parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait le gérer. Tu vois, c'est vraiment ces endroits-là qui ont été, pour moi hyper trash, hyper difficiles et d'ailleurs, je n'ai jamais refait d'enfant. Tellement je suis traumate de ça. Parce que ça demande d'épuisement, tout. Je me dis: «Mais en fait, je suis pas je suis pas capable de refaire» et ça veut pas dire que j'en ai pas envie, hein.
et du coup, j'aurais grave eu besoin d'un soutien et puis, tu sais, de ce soutien que les gens, ils le fassent, enfin, tu vois, ils le fassent vraiment, quoi. Toujours ce truc qu'on t'impose, «Vas-y, je vais venir 2 jours là te voir», tu vois? Parce que la famille était à Lyon. En fait, ils viennent 2 jours te voir, mais ils attendent à ce que tu fasses la bouffe, quoi. Alors que moi, j'arrivais toujours à peine, mon périnée, il était en vrac total, enfin, tu vois, il y avait vraiment tous ces trucs compliqués et cette violence et je vivais dans la violence. Non pas que je générais moi, mais parce que c'était ça aussi mes conditions, la situation. Nos conditions parce que du coup avec le petit, quoi. Est-ce que le fait de devenir maman a changé quelque chose dans ta relation avec tes parents? C'est un peu venu empirer. D'accord. Au début, c'est un peu venu empirer. Alors déjà, il y avait ce truc où eux-mêmes, surtout ma mère, tu vois, qui ne n'avait pas connu en fait, le nourrisson, la grossesse aboutie, tu vois? Avec, une naissance vivante à la fin, le nourrisson, tout ça. Donc il y avait cet endroit-là. Je pense qu'elle était hyper, curieuse, tout ce que tu veux. Ouais, le miroir de ce que ça demande d'être parent et en fait de réaliser comment eux, mes parents, drivaient avec moi, particulièrement ma mère, mais je me dis: «Mais vous êtes complètement tarés en fait, ça va pas du tout». Et il y a eu un truc un peu compliqué où ma mère, elle a essayé de reprendre la main en fait, elle qui avait une espèce de manière un fonctionnement pas hyper sain avec moi, a réessayé en fait de faire ça parce que j'étais en plus dans une situation, vulnérable en fait, de précarité quoi. Et qu'elle le faisait pas de manière saine, en fait. Ça a pas été facile et mon père, bah, il a fait le mec, quoi. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, tu peux pas te lever là, attraper le môme, changer une couche, prendre un biberon, enfin vraiment, tu vois? Tu es face à ça, en fait, aussi. Donc tu là genre: «Mais c'est une blague, en fait?» Oui, puis alors moi, tu vois, j'ai pas ma langue dans la poche, donc voilà. Mais tu pas la première personne qui justement a été adoptée et qui explique justement, qui fait ce retour sur le fait que quand on devient maman, ça a un écho particulier sur nos propres parents qui, eux, ont pas pu porter la vie comme nous on l'a fait. Mmh Et mh. tu pas la première à le dire et je trouve ça incroyable quand même parce que ça renvoie à 30 ans auparavant et aux blessures Mmh. des parents et c'est Mmh. là où je te rejoins complètement, où en tant que parent qui adopte, c'est essentiel d'avoir fait un travail sur soi-même pour justement pas transmettre ou transférer ou avoir des relations complètement malsaines avec ses enfants derrière, sur des situations où, bah, en fait, ta fille, devient maman donc c'est le bonheur, quoi. Bah oui, mais je pense qu'on est quand même une sacrée génération là, tu vois? À, prendre, Honnêtement. c'est un truc de fou, quoi. On gère nos propres trucs parce que voilà, on a nos vies et tout et on déc et ouais, on détricote en fait, le taf qui a pas été fait, de nos aînés pour X raisons aussi, hein. Oui, Mais je pense que vraiment les adoptions qu'il y a eu dans les années 60, 70, 80, 90 ne sont pas du tout mmh les mêmes que maintenant pas et les du tout. parents n'étaient tellement pas préparés comme ils le sont plus maintenant, donc tant mieux, il y a une belle évolution. Mais tu le dis toi-même, c'est détricoter et c'est presque montrer l'exemple à ses parents et élever ses parents là-dedans, alors que c'est pas le rôle d'un enfant normalement, Mmh. mais d'élever son parent par rapport à des traumatismes de ses propres parents parce que ça réveille tout ça chez les parents. Je rigole, hein, c'est pas drôle, mais en vrai, si, un peu. C'est Mais trop oui, ça? mais complètement et encore, tu vois, moi, j'ai une adoption, OK, sous X, mais j'ai une adoption, nationale. Alors, même Oui. si dedans, il y a une histoire de colonisation, hein. On n'est pas arrivé là, gratuit, hein. Mais ouais, ouais, c'est assez fou, quoi. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, ça va mieux aujourd'hui. Mais en fait, pourquoi ça va mieux aujourd'hui? Parce que moi, je vais mieux. Voilà, tout simplement. C'est ça n'a pas eux n'ont pas fait vraiment de travail psychologique. Moi, j'ai dû bien m'accrocher et j'ai dû bien envoyer, ça, de manière, ouais, de manière efficace. Mais du coup, tant mieux parce que ça me met aussi à une position face à eux qui est hyper claire et hyper carrée, en fait et je m'épuise pas du tout, je laisse pas passer les choses, mais je m'épuise pas là-dedans et puis surtout, le plus important dans tout ça, c'est que, ça sécurise mon fils de ouf. Souvent, on C'est fait ça. aussi le travail finalement pour ses propres enfants. Mmh. J'ai eu le même parcours moi par rapport à la maternité, par rapport à toi, sur le fait que finalement moi ça m'a permis clairement, la maternité, de faire un travail sur moi et de le démarrer pour pas donner des bagages et des Mmh. traumas à mes 2 enfants
Et Mmh mh. clairement, moi, ça a été ça. Et comme toi, je trouve que oui, OK, moi pareil, mes parents n'ont pas fait de travail psy, mais c'est tellement soulageant pour moi et pour mes enfants. Comme Mmh. tu dis, je suis la première d'une lignée et bah, c'est très drôle parce que je me dans ton parcours, je me reconnaissais en partant du truc de que je suis la première aussi. Mmh. Parce que finalement, tu crées quelque chose et à un moment donné, tu coupes les liens toxiques. Et ça, je trouve que c'est quand Complètement, même exceptionnel de réussir à le faire. de ouf. Et c'est Complètement. tellement un soulagement et une paix intérieure quand même de faire ce travail. Alors bien sûr, c'est un travail qui a demandé beaucoup, une énergie de dingue, j'imagine pour toi, Mmh. mais qui finalement est le salvateur d'ailleurs à la fois pour toi et à la fois pour ton fils. Ah mais, complètement. C'est vraiment c'est merci en tout cas pour ce partage parce que c'est exactement ça, en fait et je vois dans la relation avec mon fils, putain, tu vois, je sens qu'il y a ce lien que que quand tu as des parents qui font pas le job, qui font pas le taf, machin, nin nin nin, c'est pas là, tu vois? Putain, il y a l'adolescence là qui arrive en grande vitesse là, parce qu'il a 10 ans. Voilà, c'est une personne assignée aussi garçon, qui est un physique aussi costaud, tu vois? Donc moi, je suis un petit gabarit aussi à côté. Je me rappelle de comment moi j'étais. Ça envoyait et c'est vrai que c'est-à-dire que je trouve ça aussi incroyable que mon fils là, enfin, ça fait un moment, mais comme il grandit, puis qu'il a cette espèce de maturité aussi émotionnelle, surtout avec le langage, il détecte et voit en fait aussi tous les trucs, pas OK de mes parents et tu vois, quand il passe du temps avec eux, au début, ça a été une grande source d'angoisse pour moi de dire: «Putain, mais en fait, ma mère, elle est en train de refaire les mêmes trucs qu'elle a fait avec moi, mais avec le petit et moi, ça m'a mis dans cet état-là et blablabla, blablabla». Et en fait, non, il y a aussi ce truc-là. C'est pas son enfant, c'est moi sa mère. Du coup, ça coupe une génération, donc il va pas être complètement traumatisé par ma mère, de la même manière que moi je l'ai été. Et aussi aujourd'hui, avec tout le travail, qui a été fait et qui continue à être fait aussi, il y a un endroit, tu vois, où je le vois, il me dit: «Mais en fait», il appelle ma mère de Doris ou Oma, parce qu'elle s'appelle Doris, Hélène, et il lui dit: «Mais en fait, Doris, tu vois, j'ai essayé de lui parler de ça, mais en fait, elle a réagi comme ci, comme ça». J'étais là: Je connais». Et en fait, je lui dis: «Écoute, j'ai pas de conseils à te donner, mais je te le dis, il y a des trucs, tu ça va pas fonctionner avec elle. Après, je te laisse, toi vérifier et voir, tu vois? Tu fais ton expérience». Mais le fait que moi, je sois beaucoup plus posée avec ces endroits-là, il peut venir me voir en backstage et et s'asseoir, en fait, tu vois? Avec moi, clairement sur, tous ces trucs qui sont hyper décevants, hein, chez elle. Enfin, tu vois? Qui sont c'est des endroits qui sont pas faciles, en fait, quand tu y es confronté, de te rendre compte qu'en fait, ta grand-mère, bah, tu peux pas parler, des questions, je sais pas, de racisme, de telle chose, de queerness, de politique, de nourriture, enfin de manière, saine, tu vois? Il va se rendre compte de choses qui ont été hyper difficiles pour moi, à l'époque, mais ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Il va pas chercher les mêmes choses que moi là-dedans et tant mieux et il a moi, alors que moi j'avais personne. Et c'est surtout qu'il prendra aussi conscience avec le temps en grandissant, que, bah, voilà, ça c'est des blessures de ses grands-parents, ça lui appartient pas, c'est pas les tiennes, c'est pas les C'est ça. siennes. Qu'ils ont fait aussi peut-être ce qu'ils ont pu à un moment donné quand toi tu étais petite et que voilà, il y a personne qui peut juger ce truc-là parce qu'après Bien voilà, ils ont sûr. fait ce qu'ils ont pu. Mais que toi, tu ne reproduis pas, en tout cas ces choses-là et que toi, tu en as Non. tiré quelque chose pour justement lui offrir une autre parentalité, une autre maternité. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que finalement, il prendra conscience par lui-même et il tirera des conclusions par lui-même de la relation et de sa relation avec ses grands-parents, lui-même. Et Ouais. c'est ça qui est chouette. Parce que ce que toi tu vis ce que toi tu as vécu avec tes parents, c'est absolument pas la même chose que lui vivrait avec ses grands-parents. Non. Mais tu vois, c'est ça que je remarque et qui est un petit peu, petit chat, tu vois? C'est que du coup, il a ses premières vraies déceptions, en fait. Mais Mais bon, on peut vu que pas les moi protéger. on peut pas, voilà. Et moi j'ai fait le taf de cette déception-là. Du coup, vas-y, viens être déçu avec moi, c'est OK. C'est ça. Et par rapport à toute ton expérience autour de l'adoption, quels conseils pratiques tu donnerais à des personnes qui ont été adoptées? Il y a d'autres personnes adoptées dans ma famille, enfin une autre personne. On n'a pas du tout la même lecture des choses. On n'est pas du tout animés de la même manière. On n'a pas la même position par rapport à en plus elle, c'est une adoption internationale. Ouais, alors je pense qu'elle est en train de bouger un peu. Qu'est-ce que je pourrais donner, j'ai pas de conseils à donner sur ça.
Pour moi, c'est un truc d'échange et tu vois et histoire avec la personne, en fait, je crois que le seul truc que je peux dire, c'est, je sais pas, c'est plus un truc d'écoute. Il y a des choses que je vois qui peuvent me toucher, me rendre triste et tout, mais j'ai pas de conseils à donner. Je pense que les choses se font dans la relation, quand tu rencontres d'autres personnes adoptées, que voilà. Peut-être si, j'ai peut-être un truc parce que nous, c'est ce qu'on fait, qu'on met en place ici, vu qu'on vit en Bretagne et qu'on est pas mal de personnes non blanches et qu'on fait ah mais toi aussi t'es adopté, ah mais toi aussi, ah mais toi aussi, ah mais toi aussi, bienvenue. On s'est créé un groupe, même si c'est des histoires singulièrement différentes. On s'est créé un groupe parce que le point commun qu'on a, c'est qu'on a tous grandi en France, en tout cas. Besoin de partage, finalement. Ouais, ce besoin de partage et de mixité, en fait, de faire un groupe une mixité choisie. Je crois que c'est le seul truc que je pourrais dire. Et de pas hésiter avec tes thérapies cognitives comportementales. Tout à fait, tout à fait. C'est clair que ça Vraiment. aide complètement. Ouais, moi ça m'a sauvé, hein, vraiment. Ça, voilà, Quelle est c'est la le truc. chose dont tu es le plus fière justement dans tout ton parcours de personne adoptée? D'avoir survécu, d'en être là où j'en suis, avec cet alignement-là, d'être, à cet endroit aussi, d'être dans cette équipe du futur. L'équipe du futur, qui a arrêté de se faire mal au cou à force de regarder derrière et qui a choisi, d'être en tête d'affiche et d'être le début, en fait, de cette histoire et d'en être hyper conscient et d'y aller, quoi. Alors j'aurais une dernière question à te poser, Aurel. Vas-y, je t'en prie. Pour toi, à l'heure actuelle, quelle serait ta définition de l'amour inconditionnel? Alors, ça t'a été dur un petit peu, hein. C'est dur un peu quand même. Le mot inconditionnel, il me gêne. Moi, pour moi, tu sais, je vois ce truc de l'intelligence du cœur et je crois que c'est ce truc, d'arriver à trouver la beauté, même dans les endroits, tu vois, enfin, les plus durs et les plus compliqués et de jamais d'essayer en tout cas, moi je fonctionne comme ça, hein, de pas perdre ça de vue du tout. Ça répond pas vraiment à ta question, mais c'est parce que c'est pas une formulation que j'ai l'amour inconditionnel comme ça. C'est mon point de vue. On va dire que c'est mon point de vue de ce qui compte et tout. J'ai pas pu réfléchir à ce que ça pouvait être l'amour inconditionnel, mais je vais y réfléchir. Merci en tout cas de me l'avoir posé. Bah, merci à toi en tout cas pour, d'avoir accepté mon invitation et pour ce bel épisode qui, je suis sûre, vont donner plein de clés, en tout cas, soit à des parents qui veulent adopter, qui ont adopté ou à des enfants qui ont été adoptés et qui sont peut-être à un moment donné de leur vie compliqués et qui ont besoin en Mmh. tout cas d'avoir un espoir parce que, c'est un beau message d'espoir que tu délivres là, aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci à toi pour ton temps de faire ça aussi. C'est absolument, génial, nécessaire et ça demande vraiment, ça demande de la force et de l'énergie. Je peux m'en rendre compte et heu et voilà, j'espère, continuer en tout cas, Bah, en tout tout cas, ça. oui, je te souhaite et puis je te souhaite, une bonne continuation, un bon chemin dans tout ce que tu es en train OK. d'entreprendre. Merci beaucoup à toi aussi pour ce moment de partage. Avec plaisir.